Il devient difficile de trouver des fonctions véritablement originales sur les smartphones aujourd'hui, mais s'il y a bien une chose que je peux vous dire à propos de celui-là, c'est un des smartphones les plus complets que vous trouverez sur le marché. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Doogee V20 Pro. Il est résistant à la poussière et au choc et dispose du label 1000 STD 810H qui en fait un des smartphones les plus résistants disponibles sur le marché. Il peut fonctionner à moins 32 degrés pendant 48 heures et 65 degrés pendant 4 heures et résiste bien sûr à l'eau. Je vous rassure, on se fera des tests un peu plus contraignants que ça, mais la certification IP68 vous permet d'emmener le smartphone à environ 1 mètre de profondeur pendant 1 heure et résiste avec la certification IP69.4 aux projections d'eau à certaines forces. Après, je sais pas trop dans quelles conditions on pourrait vouloir projeter de l'eau à haute pression directement sur un smartphone. Il a une Gorilla Glass 5 en face avant, le protégeant en partie des chutes. Attention toutefois, il n'existe aucun écran à l'heure actuelle qui protège totalement des chutes. Si le smartphone tombe comme ça contre une pierre, évidemment, l'écran va casser. Mais on a un léger débord ici qui permet à l'écran de ne pas entrer en contact avec le sol si jamais le smartphone est mis à plat comme là par exemple sur la table. Bon là, je vais virer la protection marketing tout simplement parce qu'elle ne sert à rien. Il fait des photos bien évidemment 64 pixels en partie arrière épaulé de 8 mégapixels pour le grand angle. Il fait des photos en partie avant, des selfies avec un capteur de 16 mégapixels en partenariat avec Samsung. Et j'imagine que ce qui vous attire dans cette vidéo, c'est ça. Moi, c'est clairement ce qui m'a attiré dans ce smartphone. Il dispose d'un capteur thermique, donc non seulement vous allez pouvoir l'embarquer dans la jungle avec vous, mais si à un moment donné, vous devez vous friter avec Predator, vous pourrez le voir. Je blague, mais avouez, forcément, ça doit vous rendre curieux. Ou curieuse, évidemment, et c'est loin d'être ses seuls avantages. Il dispose d'un outil de mesure de distance, c'est absolument génial, je vous montrerai ce que ça donne. Il dispose d'une boussole, d'un niveau, bon, la torche, ça, on va pas revenir dessus. Il peut agir comme un niveau pour vous aider à fixer des objets au mur. Il intègre un système d'alarme, c'est tout bête, mais ça peut être utile pour vous aider à vous retrouver dans des endroits difficiles. Il intègre un goniomètre pour vous aider à mesurer les angles. Oui, non, moi non plus, jusqu'à il y a 5 minutes, je savais pas que ça existait. On peut tout simplement appeler ça un rapporteur. Classique, il dispose d'un podomètre et d'une fonction sonomètre. Ça, c'est des applications qu'on peut télécharger facilement sur le Play Store. Et c'est pas fini, il voit aussi en infrarouge. Moi, je te dis, Predator a aucune chance. Hein, quand je vous disais que c'est complet, c'était pas une blague. Bon, après, Predator vient armé, donc ça change un petit peu la donne, mais vous avez un smartphone qui pèse quand même 300 grammes. Oui, c'est pas une plume, mais c'est pas non plus étonnant, eu égard aux différentes fonctions, eu égard à la résistance. Smartphone qui fait quand même 14 mm d'épaisseur. Et gère la 5G. Quand je vous disais qu'il est complet, c'est pas une blague. Et même niveau design, il y a l'idée. Alors le style, c'est pas forcément son fond de commerce, mais le revêtement ici est parfaitement adapté pour une bonne préhension en milieu humide. Ah, j'imagine que vous allez m'en trouver d'autres, mais pour moi, pour être le plus complet du marché aujourd'hui, ne lui manque finalement que le lidar. Et si vous vous dites non, ils ont dû abandonner les autres caractéristiques pour pondre un smartphone de ce type-là, et ben c'est pas le cas. Regardez l'écran, on est sur une dalle AMOLED de 6,43 pouces. Bah ouais, c'est tout bête, mais habituellement, on a du LCD dans ce genre de smartphone avec une luminosité ici à 400 candela par mètre carré. Là, effectivement, ils auraient pu pousser un petit peu plus haut. Je dis ça surtout pour de l'utilisation en extérieur dans des milieux ultra lumineux. Côté fluidité, navigation, puissance, évidemment c'est fluidissime, il n'y a rien à lui reprocher, on fera le point tout à l'heure sur la puissance processeur. Vous allez pouvoir verrouiller le smartphone à l'aide du lecteur d'empreintes digitales que vous avez ici sur le bouton Power, utilisez votre pouce ou directement par reconnaissance faciale. D'ordinaire, je vous montre comment ça marche, mais là ça va pas être utile, ça marche impeccablement bien, y compris avec le doigt mouillé, je l'ai testé directement en piscine. Là on va faire la partie puissance et ensuite on va s'intéresser aux différents capteurs, dont les capteurs infrarouges et thermiques. Il y a un processeur Mediatek Dimensity 700 à l'intérieur de ce smartphone qui est très cool, croyez-moi, et pour se faire une idée objective de sa puissance, on va lancer le benchmark en toutou. Et là j'ai eu une idée pour rendre le benchmark encore plus difficile, puisqu'il est censé résister à une température de 65 degrés, je vais le mettre directement au soleil sur la terrasse, avec ici une température de 68 degrés. Tenez, regardez-moi ça, la température du téléphone est brûlante, elle était à 66,8 il y a un instant, 68 pardon, lorsqu'il était au soleil, là il est à 63,5, j'arrive à peine à le tenir avec mes mains, je vais mettre l'envers du décor, on va voir il est à combien à ce niveau-là. Là, il est un peu plus frais contre la terrasse, il a profité de l'ombre, 50 degrés. Quand je pense que mon OnePlus 10 ou le Galaxy S22 de ma femme n'arrivent même pas à rester en plein soleil sur le pare-brise pour nous donner le GPS, celui-là est vraiment costaud. Et quand je vous dis qu'il est brûlant, c'est pas une blague, hein. 68 degrés dans les mains, franchement, ça crame. Et encore au-delà de la chaleur du soleil, le benchmark en lui-même a vocation à faire monter en température le processeur. Voilà le résultat que j'ai obtenu, 241 000 points sur AnTuTu. Ce score ne va pas forcément vous dire grand-chose, mais on est sur un bon entrée de gamme. Voilà ce qu'il faut en conclure. 100 000 points, c'est véritablement le low cost du low cost. Et 1 million de points, un petit peu plus, c'est ce qui se fait aujourd'hui de mieux sur le marché. Après tout cela revêt une dimension très théorique. Du coup, on va faire un petit PlayerUnknown's Battleground pour vérifier les capacités du smartphone. L'intérêt de jouer à PlayerUnknown's Battleground, c'est d'aller vérifier les capacités, bien sûr, en jeu vidéo, voir s'il va être en mesure de faire tourner des jeux 3D qui consomment quand même pas mal de ressources. Là, je suis en mode HD. Je suis pas dans la définition la plus élevée disponible sur le jeu vidéo, mais c'est déjà de l'ordre du très correct. En gros, quand PlayerUnknown's Battleground tourne de cette manière, ça signifie qu'à peu près 99% des jeux vous seront accessibles. Il va y avoir Fortnite, Genshin Impact,
qui vont être peut-être un peu difficiles à gérer pour ce téléphone-là, mais sinon la plupart des jeux fonctionneront sans aucun problème. Idem pour les applications, aucun souci là-dessus. N'importe quelle application que vous souhaitiez faire tourner, tournera. Là, on va se faire un petit passage par les films. Voilà une petite démo que j'aime bien utiliser parce que je ne me fais pas alpaguer pour les droits d'auteur directement sur YouTube. Hop, donc le streaming, ça va aller sans souci, vous allez pouvoir aller jusqu'au Full HD. Là, je l'ai même en 2K. Alors sur YouTube, on n'a pas les fichiers qui consomment le plus aussi disponibles sur le marché, mais c'est déjà cool de pouvoir lire des fichiers 2K, sachant qu'on a une restitution Full HD sur le smartphone. Hop, ouais, la 4K n'est pas proposée. C'est pas le drame du siècle, je pense. Il en est de même pour Netflix, Prime Video, Apple TV, Molotov. Toutes ces plateformes de streaming vous seront accessibles sous réserve bien sûr d'avoir l'abonnement, mais je parle en termes de capacité processeur, de capacité de calcul, vous aurez des vidéos fluides à chaque fois. Et ce n'est évidemment pas la seule chose que vous aurez à l'intérieur de ce téléphone, il y a une très grosse batterie de 6000 mAh qui est fournie dedans. Avec ce genre de batterie, vous pouvez espérer plus de 20 heures de temps d'écran allumé. Évidemment, ça va dépendre de ce que vous faites. Si vous jouez aux jeux vidéo, le temps alloué sera probablement nettement moindre, mais s'il s'agit de faire du streaming, des appels, de naviguer sur Internet, vous serez au-delà de la vingtaine d'heures d'écran allumé. Quant au nombre de jours en veille pour le smartphone, il est évalué, là j'ai pas pu faire le test moi-même, à peu près une trentaine de jours, un petit peu moins. Niveau connectivité, on a bien sûr la 5G et du Wi-Fi à l'intérieur de ce smartphone, du Wi-Fi sur les bandes 2,4 et 5 GHz, qui télécharge, comme vous pouvez le voir, assez rapidement. On est là à peu près 50-60 mégaoctets par seconde sur mon réseau qui lui est en Wi-Fi 6, même si le téléphone est juste sur la bande 5 GHz. Je vous propose maintenant de tester la 5G. Ici, vous avez le petit compartiment dans lequel vous allez pouvoir mettre les cartes SIM. Alors, vous allez pouvoir mettre soit deux cartes SIM, soit une SIM et une carte micro SD. Remarquez au passage que le slot est caoutchouté pour éviter à l'eau de pénétrer à l'intérieur. Alors, pour éviter la triche, je vais faire comme d'habitude. Je vais désactiver le Wi-Fi. C'est parti pour le test. Donc la borne est assez loin, donc il ne faut pas s'attendre à la même vitesse de téléchargement évidemment que sur ma connexion fibre. On va essayer d'évaluer à peu près on est à combien. Je dirais là à vue de nez une dizaine de mégaoctets par seconde, ce qui est tout à fait correct et raccord par rapport aux perfs que je peux avoir sur mon réseau ici en local. En augmentation d'ailleurs visiblement, on est peut-être un peu plus que ça. Juste pour le plaisir de voir, je vais lancer une vidéo et on va voir en combien de temps elle se charge ou elle se précharge. C'est quasiment instantané. Désolé, le son était un peu fort. Je m'étais amusé à mettre le son sous l'eau à l'intérieur de ma piscine, histoire de voir ce que ça donne, mais l'essai n'a pas été particulièrement concluant. Là, je vais vous montrer ce que ça donne à l'air. C'est déjà plus sympa. Et le résultat est très correct, le son est plutôt bon, il n'est pas saturé. Le seul côté un peu dommage, c'est l'absence de stéréo. Maintenant, on va s'attaquer au plat de résistance de cette vidéo, les différents capteurs. C'est sûrement pas tous les jours que vous avez la chance d'avoir cette icône-là sur un smartphone et surtout un capteur thermique intégré. Pour moi, c'est une première et j'avais hâte de voir ce que ça peut donner, donc je l'ai testé dans plusieurs situations. D'ailleurs, au sujet des caméras thermiques, je me demandais quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à une caméra thermique, ce que vous aimeriez bien tester. Moi, ce qui m'est venu en tout premier, c'est de tester l'isolation de mon logement. Regardez par exemple, j'ai une entrée d'air au niveau du plafond et je me demande si à cet instant précis il fait très chaud dehors, est-ce qu'elle diffuse de l'air chaud à l'intérieur de la maison? Et bien regardez, le résultat est sans appel, il est même carrément surprenant. Alors j'ai des températures, il est possible d'afficher les températures à l'aide du smartphone, vous avez une petite icône ici, soit vous affichez uniquement le diagramme qui se colore en fonction des écarts de température, soit vous l'affichez là. Il me met du 42 degrés, ça ne veut pas dire qu'on peut se raccrocher à ça, mais je vais faire une vérif. Voilà, j'ai mon petit pointeur laser, je vais essayer de le mettre à l'intérieur du conduit. Là, il me dit du 29 à peu près. Par contre, objectivement, on est bien sur une entrée de chaleur. On peut voir non seulement l'entrée de la chaleur à l'aide du smartphone, mais le rayonnement qui se fait tout autour du plafond. Il s'agit d'une bouche dédiée à la climatisation, donc là, ce que je vais faire, c'est allumer la clim. Tenez le temps qu'elle se mette en route, on va aller voir la VMC, qui est sale, je vous l'accorde, mais normalement, ne devrait pas avoir un niveau de chaleur différent de la pièce. Et ça se confirme, preuve qu'elle est bel et bien en fonction, puisque la VMC va prendre de l'air à l'intérieur de la pièce et l'expulser vers l'extérieur. Il est logique que la bouche ici soit à la même température que la pièce. Si elle n'avait pas été en fonction, on aurait obtenu le même diagramme que précédemment, c'est-à-dire l'air chaud du toit s'infiltrant à l'intérieur de la pièce. Après, qui dit air expulsé vers l'extérieur, dit forcément air qui rentre à l'intérieur, et ça se fait au niveau des fenêtres, et ça se vérifie au niveau du halo que vous avez ici. Revenir à la climatisation qui est allumée depuis environ 5 minutes, et vous allez voir, le diagramme a totalement changé. La zone du plafond qui était totalement bleue avec en partie centrale de l'orange, s'est totalement inversée. Le capteur, en tout cas le smartphone, s'est adapté. Maintenant, c'est le plafond
qui paraît chaud, alors que la partie centrale, elle paraît plus fraîche. Et ça marche bien, voire même très bien, avec une définition suffisamment bonne pour bien reconnaître les différents éléments qui peuvent composer à la fois une pièce, mais aussi éventuellement un extérieur de maison. La seule chose qui est peu fiable, ce sont les températures indiquées, où là on a une vague estimation, mais qui concorde pas exactement avec ce que moi j'ai au thermomètre. Regardez, ça c'est intéressant. Si on prend comme exemple la chambre de ma fille, qui est exposée, enfin qui est dans le noir depuis qu'elle est à l'école, on peut regarder les différentes zones de température et s'apercevoir que finalement, il y a assez peu de zones éclairées, il y a assez peu de zones lumineuses. Au niveau de la fenêtre, on va percevoir une légère croissance de température, mais sinon, sa chambre est globalement bien isolée. Il n'y a aucune zone qui se distingue particulièrement d'une autre. Voilà, le petit rayonnement que vous avez vu à l'instant, c'est mon doigt. C'est nickel. Voilà, et éventuellement, une petite source, une entrée de chaleur au niveau de la fenêtre. Regardez, ça aussi c'est intéressant, la zone télévision à la maison, donc j'ai un écran de projection qui lui n'émet absolument aucun rayonnement, c'est pour ça que vous le voyez tout bleu, et j'ai des appareils ici qui ne sont pas en fonctionnement depuis plusieurs heures, et pourtant émettent de la chaleur, comme vous pouvez le voir, on les distingue assez clairement en orange. À l'intérieur du pouf, en dessous du pouf, sur la partie droite, vous allez avoir console de jeux vidéo et routeur qui peuvent eux émettre effectivement de la chaleur, ils sont en fonction, mais mon projecteur, lui normalement à cet instant précis ne devrait émettre a priori en tout cas aucune chaleur. Peut-être qu'il en a accumulé de la précédente utilisation qui est restituée maintenant, il est à 31 degrés, c'est pas délirant non plus, mais projecteur et barre de son émettent de toute façon de la chaleur à cet instant précis, preuve soit d'une accumulation, soit d'une consommation. Ça aussi c'est pas mal, vous avez ici alors un très très beau temps, ça se voit pas particulièrement à l'écran, il fait 35 degrés dehors, il fait 65 degrés au sol, alors là il indique 71 degrés, on a un petit delta, non 68, ouais c'est à peu près bien, et le fait d'avoir mis une bâche, c'est ce que vous voyez maintenant à l'écran au-dessus, permet de faire diminuer la température au sol, qui est de 44 degrés, et ça change pas mal de choses. Tenez, regardez ça, aujourd'hui on est en plein soleil, la météo est magnifique, et je vais mettre le capteur thermique, vous allez voir, c'est presque tout aussi beau. On se croirait presque à l'intérieur de Matrix, je vous ai laissé les températures pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Il fait chaud, voire très chaud aujourd'hui, et on voit le monde en couleur. Je vais juste aller sur ma terrasse. Oh la température de dingue pour les pieds, 67 degrés les lames de terrasse. Il paraît que le Doogee V20 Pro est spécifié IP68 et IP69K, c'est-à-dire qu'il est étanche, en tout cas résistant à une certaine profondeur sous l'eau. C'est ce qu'on va vérifier maintenant. C'était couru d'avance, mais bien sûr, le capteur situé à l'arrière n'est pas en mesure de faire des vidéos très détaillées la nuit. Je dis nuit, mais là on est sur une nuit tombée avec encore un petit peu de clarté, ce qui permet d'avoir une image quand même assez honnête, de pouvoir distinguer certains détails. En pleine nuit noire, évidemment, c'est pas avec ce téléphone que j'essaierai de me repérer, sauf en activant la fonction vision nocturne. Et malheureusement, il n'est pas possible de filmer la nuit, mais je peux prendre des photos. L'éventail des possibilités est probablement très large, je vous en ai montré qu'une petite partie, mais j'ai hâte que vous me donniez vos avis et surtout comment vous utiliseriez ce genre de capteur chez vous, d'autant que je vais faire un test alors d'un capteur plus poussé cette fois-ci, d'un appareil à vision thermique totalement dédié et ça me permettra de réaliser finalement les tests, alors in situ ici, mais les tests que vous auriez voulu voir mener sur ma chaîne. L'objectif n'est pas de vous faire passer des vessies pour des lanternes, il ne fait pas un perfect dans tous les domaines, mais il est bon, voire très bon, il vous permettra, alors que ce soit de lire des films, de naviguer sur internet, d'installer n'importe quelle application, de jouer à la plupart des jeux vidéo, il a une très bonne autonomie, il a un superbe écran AMOLED, enfin c'est quand même plutôt exceptionnel dans ce genre de smartphone, c'est plutôt bien taillé. Niveau photographie, évidemment, c'est pas le top. Ça c'est clair, les capteurs sont suffisamment bons pour prendre de la photo de jour, de nuit, c'est pas fantastique. Par contre, il a quand même le capteur à infrarouge qui rattrape un peu le coup. C'est donc pas le smartphone de monsieur ou madame tout le monde, mais ce qu'il fait, il le fait bien. À mon avis, il satisfera clairement les baroudeurs, c'est un des meilleurs dans ce domaine-là. Il satisfera aussi probablement les professionnels, de par les outils intégrés, mais de par aussi le côté résistant. Voilà ce que je pouvais vous dire et vous montrer sur ce Doogee V20 Pro. Vous avez le lien directement dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. N'hésitez pas à me laisser vos questions directement dans les commentaires. J'essaie de répondre à tous mes abonnés et à me dire les utilisations que vous auriez fait directement de ce smartphone. Ça m'intéresse aussi. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!